Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point sur mes lectures. Je commencerai par le roman que j'ai terminé hier, je l'ai lu en un week-end, pourtant il fait 630 pages. Il s'agit de Lune et de sang de Erin Beatty chez Lumen. On continuera avec Mira c'est tout de Luigi Ballerini paru chez Amatera. On parlera ensuite de A Forgery of Roses de Jessica S. Olson paru chez Big Bang. Le suivant ce sera Le règne des chimères de Ariel Holz. C'est le second tome dans la saga des royaumes immobiles et c'est paru chez Slalom. On poursuivra avec La légende du Big Five de Pascal Brissy chez Scrineo. On terminera avec les livres papier avec L'île des souvenirs de Christelle Duchamp paru chez L'Archipel. Et le dernier roman dont je vous parle c'est un e-book avec Tiziri, le tome 1 de Alexiane Delis et c'est paru chez Plume Blanche. Allez, je commence par le plus récent, puisque je vous le dis, je l'ai terminé hier soir et je me le suis bouffé en un week-end. Alors, j'avais quand même pas mal d'attentes avec ce roman, puisque Erin Beatty, c'est l'autrice de La couleur du mensonge. J'avais adoré cette saga. Vraiment une excellente saga. Et donc, je fondais beaucoup d'espoir sur ce roman. Ici, nous allons suivre Catherine qui a 17 ans et qui gagne sa vie en grimpant sur les échafaudages d'une cathédrale qui est en cours de rénovation, en cours de construction depuis des années. Et Catherine est chargée de vérifier la solidité des échafaudages, voir les problèmes que pourraient rencontrer les ouvriers à un moment donné pour leur travail. Et Catherine décide un soir, une nuit, de grimper sur cette cathédrale, en plein milieu de la nuit, c'est tout à fait logique, à la lumière de la lune. Et il va se passer quelque chose d'assez inhabituel. Elle va entendre un cri, le cri d'une femme. Catherine va tomber et se précipiter vers cette femme, voir ce qu'il en est, si elle a besoin d'aide, et découvrir un corps. Va s'en suivre une enquête pour découvrir ce qui s'est passé, et on va découvrir qu'il y a un tueur en série qui tue des prostituées dans cette ville. Et donc Catherine va participer à l'enquête, voilà. Vous avez l'essentiel du roman, vous savez qu'on est sur une enquête avec un tueur en série. Il y a des particularités, il y a des aspects fantastiques dans ce roman que j'ai beaucoup aimé. On a toute une question par rapport au pouvoir de la lune, on a un peuple qui vivent dans une partie de la ville, donc qui ont des pouvoirs par rapport à la lune, etc. Catherine va découvrir plus en détail son passé, puisque c'est une orpheline, elle a été abandonnée dans un orphelinat, elle a été prise sous son aile par le magister, l'homme, l'architecte qui qui est en train de rénover, construire cette bâtisse. Bref, voilà, il y a pas mal de pans de l'histoire dans ce roman qui tourne autour du meurtre, on est vraiment ciblé autour du meurtre, mais aussi de Catherine, de son passé, etc. J'ai beaucoup apprécié cette histoire, comme vous avez pu vous en rendre compte, je l'ai dévorée, simplement il y a certains aspects qui m'ont un peu dérangée. Enfin, ça ne m'a pas dérangée, mais j'ai trouvé qu'on faisait beaucoup de suspense sur pas grand chose finalement, parce que on suspecte beaucoup de monde. Forcément, il y a plusieurs meurtres, le tueur joue un petit peu avec les personnages, les asticote un petit peu, on comprend pas trop quel est le lien entre eux, et puis au fur et à mesure, on progresse et on a énormément de suspects en vue, et on passe tous les suspects en revue jusqu'à même des propositions qui n'ont pas vraiment de consistance, c'est juste pour nous mettre sur des fausses pistes. Et finalement, j'ai pas trouvé l'enquête très trépidante, ça m'a pas plus intéressée que ça. Tout ce qui était autour de Catherine était beaucoup plus intéressant, j'ai beaucoup aimé toute son histoire, son passé, découvrir qui elle était, ce qu'elle pouvait faire, etc. Ça c'était finalement plus intéressant que le tueur, parce que quand on a la révélation du tueur, en fait j'étais un peu lassée du fait qu'on ait essayé de nous refiler tous les tueurs qui passaient par sous la main.
Donc c'était un peu dommage. Mais bon, ça n'empêche, c'était très addictif. Je pense que certains pourraient le trouver long par moment, parce que j'ai aussi trouvé quelques longueurs, malgré que je l'ai bouffé. J'ai trouvé des longueurs, j'ai trouvé qu'on tournait un petit peu en rond à certains moments. Il y a une romance. Il y a une romance, il y en a même plusieurs qu'on essaye de nous distiller un petit peu. Mais il y a une romance centrale que j'ai trouvée plutôt mignonne. Mais ça partait un peu trop dans tous les sens. Que ce soit la romance, l'enquête, c'est un peu dommage, mais bon, après, j'ai passé un super moment parce que je vous dis, en 2 jours, me lire 630 pages, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je vous parle à présent de Mira c'est tout. Oh, ça fait bizarre sur la caméra, là. Ça fait un effet holographique. C'est peut-être voulu, hein. Mira c'est tout, c'est l'histoire d'un monde hyper connecté. Un monde qui est complètement gouverné par Mira. Mira, c'est une intelligence artificielle qui fait tout au quotidien pour vous, c'est-à-dire vous levez, vous n'avez pas besoin de choisir vos vêtements, Mira a déjà prévu ce que vous alliez porter, Mira vous prépare votre petit déjeuner, Mira fait tout comme vous préférez. Elle va même jusqu'à vous choisir votre partenaire. Elle crée des duos. Nous allons suivre 2 ados, Vera et Al, qui vont se rencontrer via Mira. Mira les a choisis puisqu'ils sont compatibles. Ils vont former un duo. Ce qui est drôle, c'est que nous avons Al qui est complètement dans le système. Lui, il ne se pose pas de questions. Il doit juste suivre les instructions de Mira. Lui... il ne réfléchit pas beaucoup. Et nous avons Vera qui, elle, est en rébellion contre le système, qui n'apprécie pas du tout que d'autres personnes fassent des choix à sa place. Elle est membre du Front de Libération, donc les rebelles qui veulent à tout prix reprendre leur vie en main, retrouver leur liberté. Et donc voilà, ce couple improbable va se rencontrer et on va voir Vera qui va essayer d'ouvrir les yeux à Alessandro et lui montrer un petit peu que finalement la vie ce n'est pas ça, ce n'est pas qu'on choisisse pour eux. Bref, on est dans un roman critique de la société. Alors une société à l'extrême, hein, puisqu'on est dans une dystopie où vraiment on est contrôlé de bout à bout. Par exemple, on suit dans ce roman Vera et Alessandro, mais on suit aussi le gouvernement en place, qui est dans un bâtiment à 10 étages, et on voit ce qui se passe aux différents étages. On a ceux qui trafiquent les informations pour vous faire croire qu'il y a de l'insécurité, pour qu'une loi soit votée pour le port d'armes avant 16 ans pour les filles, pour qu'elles se sentent en sécurité, etc. Mais tout ça parce que, justement, tout ce qui est armement et entreprise d'armement se fasse du bénéfice. Voilà, on trafique l'opinion pour l'économie. C'est pas nouveau, je pense, hein. Mais voilà, on voit tous les mécanismes de tout ce qui fait que on vous lave le cerveau, on vous manipule pour le profit des plus riches déjà, et pas forcément pour votre bonheur. Et donc on voit tout ce qui se passe dans le gouvernement, toutes les magouilles pour réussir à faire de votre vie ce qu'on veut qu'elle soit. C'est-à-dire que vous n'avez plus de liberté, vous ne choisissez plus, vous ne pouvez rien faire. Et donc, ce roman, c'est ça, c'est les dérives de la technologie. Tout ce qui peut arriver de pire, vous l'avez dans ce roman. Et c'était plutôt sympa, il y a de très très bonnes réflexions. Je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est IA, tout ce qui est intelligence artificielle qui prend possession, qui vous manipule, mais derrière l'intelligence artificielle, il y a aussi des hommes dont le boulot est aussi de vous manipuler et de faire du bénéfice. Et puis au centre, on a ces ados qui cherchent à faire des actions pour montrer aux gens, pour éveiller les consciences, pour montrer qu'ils ne doivent plus être esclaves d'eux-mêmes, de plus être esclaves de cette technologie, de plus être esclaves du merchandising. Bref, voilà, un très bon roman critique de la société, vraiment. Après, je trouve que la fin est trop ouverte pour moi. Je suis pas une grande fan des fins ouvertes, et là,
on est sur quelque chose de très 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 large. Donc voilà, je suis un petit peu déçue dans ce sens-là, où j'aurais préféré quelque chose de plus fermé, avec une résolution. Mais finalement, ce roman, c'est une réflexion sur l'avenir, donc c'était normal de le terminer en nous laissant réfléchir à ce que pourrait être cette fin. On continue avec A Forgery of Roses, que j'ai lu en lecture commune avec Azaniel, dont je vous laisse le lien vers sa chaîne YouTube. Écoutez, elle me l'avait offert pour mon anniversaire, donc c'était tout naturel qu'on le lise ensemble. Et il est très très beau, hein. On va pas se le mentir. Il est très beau, il est très agréable à lire. J'ai beaucoup aimé faire cette lecture sur ce roman. J'ai un petit peu moins aimé l'histoire. Alors ça partait hyper bien, puisque on suit Mira, qui est une prodige. On enchaîne une Mira et on passe à une autre. Mira qui est une prodige, c'est-à-dire que c'est une artiste qui, dès qu'elle peint un tableau, peut mettre sa magie dans le tableau et réparer ce qui ne va pas sur le sujet. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, un homme vient se faire peindre, il a une blessure sur la joue, une coupure. Mira va le peindre tel qu'il est, avec sa coupure, et ensuite, elle va faire sur une seconde couche, elle va réparer sa blessure, elle va repeindre par-dessus, elle va faire tout lisse, et elle va injecter la magie dedans, et magie, la blessure va se refermer et il ne va rien rester. Donc voilà, ça c'est le principe des prodiges. On ne sait pas trop qui sont les prodiges parce que le gouverneur en place est anti-prodige. Donc il faut pas le crier sur tous les toits qu'on est un prodige parce qu'on risque de se faire tuer ou emprisonner, etc. Et un jour, Mira voit arriver la femme du gouverneur dans l'atelier de sa patronne. La femme du gouverneur qui lui demande de peindre son chien. Mira sait bien que la femme du gouverneur doit avoir les mêmes opinions que son mari, c'est-à-dire ne doit pas être favorable au prodige. Mais Mira ne peut pas s'empêcher de réparer la blessure qu'a à la patte son chien. Et c'est comme ça que la femme du gouverneur se rend compte que Mira est un prodige. Ouais, elle n'a pas été très fine sur ce coup-là. Mais ce test était là en fait parce que on apprend que le fils du gouverneur est décédé. Alors officiellement il n'est pas décédé, il est malade, mais Mira va apprendre qu'il est décédé et la femme du gouverneur va l'engager pour qu'elle le ressuscite. Voilà, on part là-dessus, sur ce roman, ça commençait hyper bien, j'étais hyper emballée, les 2 premières parties, voilà, on avait découpé le livre, les 2 premières parties, j'étais à fond dedans, j'adorais l'univers, j'adorais ce pouvoir un petit peu glauque qu'avait Mira, cette façon de faire, vraiment, j'étais très emballée. Et puis au fur et à mesure, mon enthousiasme a un petit peu déchanté, parce que si vous voulez, on va se retrouver avec une histoire d'amour. Une histoire d'amour un peu étrange. Et puis, on va se retrouver avec une seconde histoire d'amour, un triangle amoureux. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouh, il y en a un peu trop là. Ça fait trop. Et puis finalement, j'ai pas trouvé ça si original que ça. J'ai même trouvé que au fur et à mesure, on s'embourbait dans quelque chose qui n'était plus si addictif, qui n'était plus si original, et surtout une histoire qui était prévisible. Voilà, j'ai prévu certaines choses, je les ai vues venir et c'est assez dommage parce que ça commençait bien et finalement on est tombé dans des clichés du genre avec le triangle amoureux, avec des faux semblants et puis l'histoire prend une tournure que je ne voulais pas. Ça reste que finalement c'était un roman qui est plutôt bien passé, le livre est très beau, mais ce livre n'a pas pris la tournure que je souhaitais et j'ai été un peu déçue finalement par les révélations qui pour moi n'en étaient pas parce que finalement j'avais deviné un petit peu les éléments autour de ce roman, mais j'aurais souhaité quelque chose de peut-être plus poussé et de moins prévisible. Allez, on continue avec Le règne des chimères, ce second tome qui clôture la saga des royaumes immobiles. J'ai passé un bon moment, mais je crois que j'ai préféré le tome 1. Dans le tome 1, en fait, on suivait Ivy qui allait devoir passer des épreuves pour devenir reine, reine des saisons, voilà.
on la récupérait puisqu'elle était la fille d'Oberon, un des rois qui avait vécu plus tôt sur ce royaume. Et donc voilà, des épreuves plus ou moins sympas, les épreuves. Et ça se terminait un petit peu en apothéose, ce tome 1. Dans ce tome 2, on est sur quelque chose de différent, donc plus d'épreuves. Mais Ivy va essayer de regagner sa place. Je ne vous dirai pas exactement pourquoi, comment, etc. Mais bon, on est dans une sorte de guerre où Ivy va devoir se faire des alliances, essayer de récupérer ce qu'elle a perdu, essayer de comprendre qui elle est finalement. Bref, c'était sympa, mais ça ne m'en laisse pas un souvenir impérissable. Voilà, ça fait déjà quelques temps que j'ai lu, quelques semaines, et c'est vrai que ça s'estompe petit à petit dans ma mémoire, donc ce sera pas forcément ma saga préférée de l'auteur, parce que je vous dis, ça commence déjà à s'estomper. Mais bon, je pense que si vous avez aimé le tome 1, vous aimerez ce tome 2, mais c'est vrai que c'est plus éparpillé, on va dire. Voilà, Thomas c'était vraiment très ciblé, les épreuves, etc. Là, on part dans quelque chose de plus global, et c'est vrai que je me suis un petit peu détachée d'Ivy, je me suis un petit peu détachée des personnages, mais bon, ça reste une saga qui m'a fait passer un bon moment. Allez, on continue avec du plus jeunesse, avec La Légende du Big Five. On est dans un roman où on va suivre Chad, 14 ans, qui est un ado comme les autres, qui fait un petit boulot le mercredi. Il aide un antiquaire à récupérer, faire des vides maison chez des personnes qui sont décédées. Donc voilà, Chad l'aide, il se fait un petit peu d'argent comme ça. Et un jour, il va débarrasser une maison, et il va trouver un bracelet, et il va l'enfiler. Voilà, il va enfiler le bracelet, et là, il va se rendre compte qu'il a une force surpuissante. Il ne va malheureusement pas réussir à l'enlever. Et oui, c'est ballot. C'est là qu'il se rend compte qu'il a peut-être fait une bêtise. Et en fait, il va découvrir que, comme il a enfilé ce bracelet, il va découvrir tout un monde qui existe sous la ville. Il va découvrir le comptoir, c'est-à-dire une sorte de société secrète où tous les porteurs de bijoux ont des pouvoirs, ont une sorte d'animal totem qui leur donne des pouvoirs en fonction de l'animal. Et même encore plus, Chad fait partie du Big Five, c'est-à-dire un groupe de 5 ados qui sont un exemple pour cette société secrète, un exemple de collaboration interespèces, puisque d'habitude les espèces entre elles restent entre elles, et là le Big Five c'est un groupe d'ados composé de 5 animaux complètement différents, donc une léoparde, une éléphante, un lion, un rhinocéros et Chad qui est un buffle. Et leur but, eh bien, je vous dis, c'est de montrer que les espèces peuvent s'entendre, alors que dans le comptoir, les espèces en général se déchirent. Et malheureusement, la tranquillité du comptoir va être complètement chamboulée par le Big Five qui se réunit et par une étrange légende, une étrange prophétie qui va ressortir soudainement. J'ai plutôt apprécié ce roman parce que ça va à toute allure. L'univers est plutôt complexe. On découvre vraiment tout un univers en dessous dans ces sous-sols, avec une mythologie bien particulière. Et c'est vrai qu'on est un petit peu jeté comme ça, en même temps que Chad, dans cet univers, et c'est assez dépaysant. Il faut qu'on comprenne les règles, en même temps que Chad, qui lui est complètement novice, et au fur et à mesure, il va découvrir un petit peu ce qui se passe et ce qu'il est devenu finalement. Donc c'était très sympa, vraiment très original, quelque chose de très original, et bien sûr l'auteur, en si peu de pages, ne peut pas développer intégralement son univers. Et on sent qu'il a laissé des petites touches, par-ci par-là, en se disant ça pourrait faire un stop 2. Je pense qu'il a raisonné comme ça parce que l'univers est très très vaste, on n'en voit qu'une seule petite partie, donc on n'a pas les réponses à toutes nos questions, mais ce tome se suffit à lui-même, franchement, mais ça me déplairait pas d'avoir un second tome dans cet univers parce que je vous dis, c'est super original et les relations entre
les ados, alors il n'y a pas que des ados, hein, je vous dis des ados, mais des porteurs de bijoux peuvent être des personnes plus âgées, des personnes de 50 ans, voilà, c'est très très vaste, c'est pas limité qu'à des ados. Et moi j'ai plein de questions à me dire, mais d'où viennent ces bracelets, d'où viennent ces bijoux, comment sont choisis exactement les personnes porteuses des bijoux, est-ce que finalement c'est le hasard, comme pour Chad qui les a mis sur leur route, ou si c'est quelque chose de plus complexe, parce qu'on en apprend des choses, on sait par exemple que certains viennent de familles très aisées, qui ont connaissance de ce secret, donc qui ont un petit peu acheté, si vous voulez, leurs bijoux pour que leurs descendants les aient. Bref, voilà, il y a des sortes de magouilles dans cette société, mais c'est hyper intéressant et ouais, je vous le conseille parce que vraiment, j'ai trouvé ce roman original et puis vraiment ça allait à toute allure et c'était top. Et puis il y a une sorte d'enquête, on n'est pas à l'abri de trahison, de manipulation, donc j'ai passé un très bon moment. Allez, je vous parle de L'île des souvenirs, qui est un thriller psychologique où on va suivre une enquête puisque une jeune femme est kidnappée, elle va se retrouver attachée à un radiateur et elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas qui la séquestre, jusqu'au moment où une autre fille va la rejoindre, une autre prisonnière, et à partir de là ça va être l'horreur. Et donc des inspecteurs de la crime vont enquêter sur un meurtre, puisque une de ces deux filles va mourir. L'autre va réussir à s'enfuir et donc on va essayer de comprendre qui se cache derrière cette personne qui a tué cette jeune fille et pourquoi et comment et qu'est-ce qui a bien pu se passer, pourquoi la seconde fille a des souvenirs un peu étranges. Bref, un roman qui vous retourne la tête. Voilà, j'ai été happée par ce roman, j'ai été retournée, clairement, parce que on ne peut pas deviner. Enfin, je vous mets au défi de deviner ce qui a pu se passer. Parce que c'était tellement tordu que c'est impossible à deviner. Personnellement, j'ai passé un très bon moment. Je me suis retrouvée limite à la fin de ce roman à me dire non, mais ça peut pas se finir comme ça. Parce que c'était trop logique, c'était trop facile à deviner. Et en fait non, ça se finit pas du tout comme ça, et là oui, on vous a retourné le cerveau, et en fait bravo, bravo Christelle Duchamp, parce que je l'ai pas vu dire, et comme je vous dis, je vous mets au défi de le deviner, donc c'était super bien. J'ai passé un très très bon moment et ben, je vais continuer à suivre cette autrice parce qu'à chaque fois je passe des très bons moments avec ses romans. Mais voilà, si vous avez envie de vous retourner le cerveau dans une histoire finalement pas si longue, hein, allez-y, foncez. Et enfin je vous parle de Tiziri qui est un des 5 finalistes du PLIB. Ça y est, je commence à lire les 5 finalistes du PLIB, donc jeunesse Young Adult. J'ai commencé par Tiziri parce que la maison d'édition a 2 daily books, donc merci à elle. Et puis je dois bien avouer que c'était celui qui me tentait le moins. Alors pourquoi? J'avais peut-être des a priori, je ne sais pas. Alexiane de Lys, je l'ai déjà lu avec Les ailes d'émeraude, j'ai lu la trilogie, que j'avais bien aimé, j'avais adoré le premier tome, et puis ça s'était un petit peu essoufflé. On était sur des choses assez clichés finalement, donc j'avais un peu peur de retomber un petit peu là-dedans. Et puis finalement, ça a été une très bonne surprise parce que j'ai passé un très bon moment avec Tiziri. On est dans un univers plutôt original puisque les humains sont retranchés sous des bulles. Ils ont été quasiment exterminés à la suite d'une invasion extraterrestre. Ouais, c'est pas souvent qu'on voit déjà des romans comme ça. Voilà, les extraterrestres ont débarqué et ont rendu sa place à la nature, c'est-à-dire que la nature s'est rebellée, maintenant quand vous sortez de la bulle, vous pouvez vous faire tuer par un arbre. Voilà, il y a des risques comme ça, les animaux se sont transformés pour s'adapter et pour être encore plus agressifs. Et Tiziri, c'est une chasseresse, c'est-à-dire qu'elle, elle sort de la bulle pour nourrir les habitants de la bulle. Donc elle sort et elle va chasser pour... voilà, elle va chasser ces animaux dangereux
pour nourrir sa tribu. Et elle prend des risques. Elle prend des risques de tomber peut-être sur les extraterrestres, les exomères, qui ont fait de leur planète un enfer pour eux. Et c'est lors d'une chasse que Tiziri tombe sur un exomère et se fait kidnapper par l'exomère. Je ne vous en dirai pas plus. Voilà, ça c'est le point de départ. Ce que vous devez savoir, c'est que Tiziri est une albinos, donc elle a cette particularité qui fait qu'elle est rejetée par sa tribu. Elle a beau les nourrir, sa tribu fait preuve de racisme, tout simplement. Les grands chefs ont décidé qu'elle n'aurait pas d'enfant pour ne pas transmettre sa tare. Son petit frère, qui lui n'est pas albinos et donc n'a pas cette problématique, on a décidé qu'il n'aurait pas d'enfant non plus parce que on ne sait jamais. Voilà, donc les humains sont assez fermés de ce point de vue-là. Et donc Tiziri va découvrir les exomères, elle va découvrir leurs ennemis jurés, elle va comprendre un petit peu plus ce qui a pu se passer, l'invasion, comment ça a pu se produire, leurs raisons, etc. Donc voilà, elle est infiltrée chez l'ennemi. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment l'ennemi ? J'ai bien aimé cette histoire parce que voilà, on est dans quelque chose d'assez original parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas régulier qu'on voit des extraterrestres envahir les planètes, terraformer les planètes et puis changer la vie des humains. Et de ce point de vue-là, on est dans un roman qui traite aussi de la différence, discrimination par rapport à cette différence, ce genre de choses. Et puis on a des révélations qui finalement sont plutôt bien faites, qui nous en apprend un peu plus sur l'univers qu'on développe, sur Tiziri. Le personnage de Tiziri était plutôt agréable à suivre. J'avais un peu peur parce que c'est vrai que les personnages de Alexiane de Lys, on peut parfois dire qu'ils sont des têtes à claques, les héroïnes. Finalement la Tiziri s'est plutôt bien passée. Et je vous dis, c'était un univers plutôt original. Un petit peu à la Avatar. Voilà, je compare à Avatar, mais je l'ai vu passer plusieurs fois à cette comparaison, donc je suis pas la seule à le faire. Voilà, où la nature reprend ses droits, où l'humain est chassé et doit sa survie à une bulle qui les protège. Bref, voilà, quelque chose de plutôt sympa. Je ne sais pas s'il sera mon finaliste. Pour l'instant, je n'ai lu que 2 livres sur les 5. Donc j'ai encore le temps de faire de belles découvertes. Mais finalement, j'ai été plutôt surprise et agréablement surprise par cette lecture. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.